Solène, et puis c'est à vous. Merci. Bon, déjà, merci à tous d'être là ce soir pour nous écouter. Merci Corentin pour l'organisation. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Solène Sarfati, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je pratique le jeu de rôle comme loisir depuis maintenant 5 ans. Et ça fait environ un an que je l'utilise dans un but thérapeutique. Je vais laisser mon collègue prendre la parole pour se présenter et puis introduire notre exposé du jour qui porte donc sur notre expérience avec la médiation au jeu de rôle auprès d'adolescents en milieu scolaire. Bonsoir à tous. Donc, je suis Maxime Blanfontes, je suis infirmier et musicothérapeute. Donc, avec Solène, nous avons eu un créneau d'intervention ensemble et euh, on a co-animé du coup cet atelier jeu de rôle. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert moi le jeu de rôle. J'en avais euh, pas d'expérience, que ça soit un loisir ou à travers d'autres types de médiation. Donc j'ai été plongé dans l'univers et dans le milieu, le vocable, etc. En même temps que de nombreux jeunes qu'on a accompagnés du coup sur, euh, sur ce dispositif. Donc justement, ce dispositif, voilà. Donc ce dispositif, il a pris place dans le cadre d'un programme qui lui aussi prend place dans le cadre de lutte contre le décrochage scolaire et dans la prise en charge et en soin du refus scolaire anxieux. Et donc, il est venu aussi de l'idée et d'un désir de l'équipe soignante complète, donc qui rassemble des infirmiers, des psychologues et art thérapeutes, de travailler autour de l'imaginaire au vu du public qui était ciblé, donc qui est un ensemble de 6 jeunes là en l'occurrence par rapport au cas clinique qu'on va vous présenter, euh, donc qui sont collégiennes, donc qui ont entre 11 et 15 ans. Euh, et voilà, donc sur ce dispositif du jeu de rôle, on les voit une fois par semaine, une séance par semaine, pendant 12 semaines que représente la durée d'une session de programme. Mais on le verra après un peu plus en détail, ça ne représente pas 12 séances de jeu de rôle jouées, on va dire. C'est un peu plus compliqué que ça. Avec un temps d'atelier de 2 heures. Donc le scénario qui a été utilisé, donc c'est, comme vous le voyez, l'amulette du savoir de Michael Gerbert, donc qui est inspiré de l'univers Harry Potter, donc qui replongeait en fait euh, aussi les jeunes dans quelque chose certes d'imaginaire, mais dans une espèce quand même de miroir avec leur propre vécu et surtout au vu de leurs problématiques. Mais l'objectif restait quand même de travailler du coup la question de l'imaginaire. Donc très concrètement, déjà de la répartition des rôles, effectivement, Solène donc était MJ, maître du jeu, et donc moi j'occupais une place de personnage joueur, euh, simple je dirais, donc au même titre en fait que les jeunes comprenaient en soin. Et donc, je suis passé aussi par toutes les phases par lesquelles ils sont passés dans l'élaboration des éléments nécessaires au bon jeu et au bon déroulement après du reste du dispositif. Donc, ça a commencé euh, par un temps individualisé où les jeunes pouvaient créer donc avec Solène leur personnage. Donc vraiment à part dans l'intimité du bureau. Euh, et ça avait plusieurs objectifs, on va dire. Donc pendant que les autres étaient sur un temps d'atelier avec moi, donc un peu plus ouvert, qui permettait la circulation. Solène, elle avait déjà un temps de rencontre privilégié parce que c'est le premier jour de la semaine, c'est les premiers temps où on se rencontre. Et donc, c'est ce qui marque aussi le retour de la rencontre avec les soignants après le week-end. Et donc, c'est un vrai temps de rencontre à part entière, ce qui était ça le premier intérêt
à notre sens de l'individualisation, pardon, de ce temps de création de personnages, de fiches personnages et d'élaboration autour de tout ça. Et puis, ça permet aussi aux jeunes d'éviter d'être contraints, influencés par le regard de l'autre ou par une session de groupe où ils auraient pu réaliser leurs fiches personnages ensemble. On peut imaginer plein de parasitages. Ou non, hein, bien sûr, c'est discutable, mais en tout cas, on imaginait que c'était mieux comme ça. Et puis surtout, ça permettait en fait de travailler du coup dans l'intimité du bureau, quelque chose de plus intime aussi quelque part pour le jeune, et ça lui permettait de, de projeter des choses un peu plus dans le personnage, des choses de lui évidemment. Et donc c'était quand même beaucoup plus intéressant. On s'est rendu compte que ça a amassé bon nombre de données cliniques déjà très, très pertinentes par le simple fait de devoir faire des choix parfois. Tout n'était pas remis au hasard, même s'ils en avaient la possibilité. Certaines choses n'étaient pas remises au hasard, il fallait Non, vraiment non, non. qu'ils choisissent qu'ils fassent des choix, qu'ils choisissent leurs propres choix, j'allais dire même. Donc c'était assez intéressant. Je me souviens que c'était notamment sur les liens familiaux et sur le passif des personnages, du personnage. C'était assez parlant ce que pouvaient livrer les jeunes alors qu'on les connaissait que très peu auparavant, avant qu'on les voit dans le cadre de dispositifs. De manière générale, ils avaient été vus qu'une seule fois par le médecin responsable du programme. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas de co-thérapeute qui assistait à ces entretiens de préadmission. Oui, donc concrètement, nous, on les découvre à ce moment-là. Et effectivement, la médiation de ce moment-là où on crée la fiche de jeu de rôle avec eux, c'est un moment, c'est comme un entretien individuel, mais médiatisé. Et ça permet d'avoir accès à tout plein de choses déjà très vite. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec ce temps individualisé, c'est qu'il suscite quand même l'intérêt de l'autre pour ce qui s'est choisi, puisque avant que les séances de jeu propres commencent, eh bien, il faut que tous les jeunes passent dans ce temps-là. Et donc, en un seul jour, évidemment, les 6 jeunes ne pouvaient pas réaliser leur fiche personnage. Donc, il a fallu pour les autres qui avaient déjà commencé et qui avaient fini de créer ces personnages-là, il fallait attendre que les autres le finissent, hein. Donc ça suscitait du lien entre eux dans le bon sens. Voilà. Donc on se demandait dans quelle maison ils pouvaient être, etc. Donc ça contribuait vraiment à créer le lien. Qui n'était pas gagné d'avance. Ce qui n'était pas gagné précisément avec ce groupe-là, oui, avec cette session-là, qui était relativement très, très inhibée. Donc, en réalité, il y a eu 6 séances de jeux joués, véritablement. Donc, c'est un temps d'autant plus court. Donc, déjà que le scénario était adapté, il a fallu que tu réadaptes à nouveau encore le scénario. Donc voilà, donc c'était un temps de jeu de 2 heures avec une courte pause au bout d'1 heure, la plupart du temps. Je vais prendre la suite pour vous parler d'un moment qui nous a semblé cliniquement très riche et qui nous a conduit à nous questionner sur cette médiation particulière qu'est le jeu de rôle. Alors, donc, c'est lors d'une partie. Donc, certains jeunes ont décidé de tenter d'inscrire leur personnage au célébrissime club de duel de Poudlard. Ce club est ultra prisé, il est aussi très sélectif. Et donc, l'un des jeunes du groupe, il a choisi comme pseudonyme Loki, décide de se présenter à la phase de sélection et échoue malencontreusement. Donc, concrètement, il rate son jet de sort et donc il sait d'avance qu'il ne sera pas pris au club. Donc, le jeune est très en colère. Il demande à l'enseignante de défense contre les forces du mal de pouvoir réessayer. Il réussit à la persuader, mais il rate à nouveau son sort. À ce moment-là, l'idée de ne pas être accepté dans ce club devient absolument intolérable et il tente par tous les moyens d'obtenir une énième chance de, je cite, faire ses preuves.
Sauf que c'est catégoriquement refusé par le corps professoral, et donc le jeune dit avoir été discriminé par l'une des enseignantes qui, dans le jeu, n'aimerait pas les Serpentards. Malgré la tentative de réparation du professeur d'enchantement qui lui propose de rejoindre un autre club similaire, le jeune se braque. Et à la séance suivante, il commence par nous rappeler: ah oui, c'est vrai, la dernière fois, ils n'ont pas voulu de moi. Il laisse planer du coup à ce moment-là dans notre tête l'idée d'une blessure narcissique, peut-être réactualisée par le jeu. Rapidement, le groupe fait front face à cette idée. Ils disent: ils, donc les professeurs, vont le regretter. Le jeune Loki s'enquit alors d'apprendre de nouveaux sorts qu'il se dépêche d'utiliser contre l'enseignante ayant refusé sa candidature. L'attaque proférée à l'encontre de l'enseignante est alors vécue avec beaucoup d'effroi par le reste du groupe. Et donc cette scène, dénotant visiblement de mouvements agressifs à l'égard d'une figure adulte enseignante, ne nous laisse pas indifférents et nous interroge. Et c'est finalement un petit peu plus tard qu'elle prendra tout son sens au regard d'une situation qui s'actualise dans le réel, puisqu'en effet, nous apprenons peu de temps après qu'un conflit a éclaté entre le groupe d'adolescents et une de leurs enseignantes du collège, cette fois-ci le collège de la réalité. En effet, les jeunes nous expliquent qu'ils ont exprimé leur volonté de voir leur enseignement changer, évoluer vers quelque chose de plus enrichissant pour eux, et que cela aurait été mal reçu. L'enseignante, de son côté, elle, nous parle de mutinerie et décrit un sentiment d'agressivité et d'hostilité à son égard. Suite à ces événements, une question a alors émergé chez nous. Que s'est-il joué ou rejoué dans ces scènes venant dans notre imaginaire de soignants se télescoper, se confondre en une seule et même scène? C'est donc de cette question, qui évidemment peut se décliner en plusieurs autres sous-questions, qu'est née notre réflexion autour du terme de rejeu. Comme tout le monde, hein, on a tapé le mot sur Internet et on a regardé ce que ça donnait. On est tombé sur une définition de géologie qui, d'apparence, peut nous sembler très éloignée de la psychologie, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Et donc, on a trouvé qu'en géologie, le mot rejeu est employé pour parler d'une reprise d'activité sismique le long d'une faille établie. Il s'agit donc d'une faille créée lors d'un premier mouvement tectonique et qui, dans un temps géologique plus ou moins long, peut connaître un ou plusieurs autres mouvements. La succession des rejeux constitue alors l'historique de la faille. Cette définition nous semblait intéressante car elle venait parfaitement représenter notre expérience clinique, à savoir l'idée d'une actualisation dans le jeu d'une problématique préexistante. Et donc, pour conclure, hop, on a dégagé quelques hypothèses de manière, dans un premier temps, assez générale, on va dire. On peut dire qu'on est relativement convaincu que le jeu de rôle est une excellente médiation thérapeutique dans la mesure où le but premier de celle-ci en général est de favoriser la rencontre et de faire en sorte que, en l'occurrence pour nous, les jeunes et adultes puissent euh, dialoguer ensemble et créer du lien et se dire un certain nombre de choses qui seraient plus compliquées sans. Euh, L'exploration de l'imaginaire, qui était notre premier objectif, à travers aussi des éléments projectifs, comme on peut le voir du coup dans le cas de ce jeune joué Loki. par Loki, voilà, c'est ça, je voulais dire. Euh, donc on en voit bien l'illustration clairement. Et puis dans le jeu et et dans le rejeu. Et puis pour élargir encore un peu plus, alors j'espère que ça créera pas d'autant plus de flou et que c'est clair, mais dans ce qui m'a marqué, moi, dans ce qui s'est joué aussi dans ces séances de jeux de rôle, c'était
la confusion un peu des espaces-temps, dans le sens où est-ce qu'on est en train de... D'ailleurs, les questions venaient, est-ce que là, on est en train de jouer? Est-ce que le jeu a bien commencé, alors que Solène commençait à bien déjà plonger le décor du scénario et véritablement nous plonger dans le cœur du jeu. Et donc, il y a ces questions, ces confusions. Est-ce qu'on est vraiment en train de jouer? Est-ce que... Des questions qui sont posées par les jeunes, mais qui, à un moment donné, viennent aussi nous interroger. On ne sait plus ce qui est de la réalité, ce qui est du jeu, il y a une grande confusion qui se crée. C'est ça. On ne sait plus non plus si ce qu'on pense à certains moments, ça a vraiment été joué ou si c'est des choses de la réalité. Et même... Quand on se souvient des oui. séances, oui. Et même au moment de la rédaction là, pour cette présentation, on ne sait plus si ce qu'on parle, c'est ce qui s'est passé dans le jeu, là, dans le cas clinique que je viens de vous présenter, peut-être vous avez eu la même sensation. On ne sait plus si je parle du jeu de rôle ou si je parle de la réalité. C'est pour vous dire à quel point c'est très confus. Ça, c'est notre réalité actuelle qui est que c'est complètement confus. Et donc, c'est cette possibilité aussi qui est laissée aux jeunes de jouer, d'incarner son personnage et de le jouer, ou de dire mon personnage fait ça, ce qui est ordinaire dans le jeu de rôle, mais du coup qui aussi laisse un peu plus de marge de perméabilité entre les espaces-temps et puis jusqu'à venir se télescoper avec la réalité du vrai collège et de la vraie scolarité, je dirais. Donc, c'est vraiment aller assez loin. Et justement aussi pour finir sur les confusions d'espace temps, ils pouvaient jouer de ça, ces jeunes, évidemment, en demandant à revenir sur ce qu'ils avaient dit, ou ah non, non, finalement, je ne dis pas ça, parce qu'on se rend compte que ben, les actes ont des conséquences, donc ça va impliquer justement des conséquences, et donc jusqu'au bout d'un moment où tu as pris le parti pris, Solène, de se dire que bon, voilà, c'était spontané, ce qui était dit était joué, et donc qu'on restait sur cette base-là de spontanéité qui laisse, à notre sens, aussi quand même de la place. Enfin, l'intérêt, c'est de laisser ça comme ça venir spontanément pour laisser s'exprimer la subjectivité. D'autant plus que voilà, j'ai tenu à les rassurer, leur dire que le jeu de rôle, c'est aussi un dispositif, comment dire, un espace qui permet d'expérimenter. Donc, on peut s'autoriser à lancer des sorts sur le prof. Voilà. Mais dans la réalité, par contre, c'est pas possible. Et pour autant, ça n'a pas empêché le passage à l'acte, c'est ce qu'on met dans nos questionnements. Donc, qu'en penser de ce passage à l'acte dans la réalité? Alors effectivement, du coup, ça refait penser à l'usage d'un scénario qui est proche de la réalité des jeunes. D'ailleurs, c'est pour cela que le scénario a aussi un petit peu évolué quelque part. Et donc voilà, en tout cas, c'était l'idée de vous partager quand même ce cas-là avec ces questionnements qui restent complètement entiers et Oui, ouverts. parce que vous l'aurez compris, dans cette présentation, on a plus de questions que de réponses. Et donc, voilà, les questions qu'on se posait, effectivement, c'est donc que penser de l'usage d'un scénario si proche de la réalité des jeunes, puisque en l'occurrence, donc il s'agissait de jeunes déscolarisés, présentant des phobies scolaires, troubles anxieux, voilà, ayant à voir principalement avec la scolarité. Donc, est-ce que les replonger dans un scénario où il s'agit d'incarner des élèves, c'est pas trop proche de leur réalité? C'est une question qui est ouverte. Que penser donc voilà de ce passage à l'acte dans la réalité? Comment on peut le comprendre? Comment penser ce télescopage entre réalité et jeu? Et puis, que penser de cette idée de rejeu? Qu'est-ce qui se rejoue réellement lorsqu'on fait du jeu de rôle? Et puis finalement, est-ce que on peut se poser la question, le jeu de rôle est-il thérapeutique en soi ou non? Merci pour votre attention.